En juin 2019, Lucas Renou, un jeune homme de 20 ans qui voulait devenir soigneur animalier, effectuait un stage dans un parc zoologique du Doubs, dans l'est de la France. Le 18 juin 2019, Lucas est parti faire une promenade avec des collègues et amis aux cascades du Hérisson, un lieu touristique très fréquenté et sécurisé classé site naturel dans le Jura. Mais Lucas n'est jamais rentré de sa balade, il a disparu de manière inexpliquée. Ça a été le début d'une des affaires les plus mystérieuses de ces dernières années en France, et c'est de cette énigme tragique dont on va parler aujourd'hui. Bonjour à tous, vous êtes au bon endroit au bon moment parce qu'aujourd'hui on va parler d'une affaire à la fois dramatique et étrange. Une histoire qui reste encore incompréhensible 5 ans après les faits. Et moi qui étudie les affaires de disparition dans la nature depuis maintenant 8 ans, depuis 2016, je dois dire que je suis assez déconcerté. Cette affaire est d'autant plus surprenante qu'elle n'est pas survenue dans un parc national américain lointain, mais chez nous, en France, dans une zone qui n'est pas spécialement périlleuse en plus. Mais assez parlé, commençons tout de suite avec la présentation des faits, ou du moins tels qu'ils nous ont été présentés dans les médias. En mai 2019, Lucas Renou est un jeune homme de 20 ans, grand et mince, aux cheveux châtain clair. Il mesure 1m88 et en parfaite santé, et d'après ses proches, il incarne la joie de vivre. Originaire d'Izeaux, une petite commune proche de Grenoble en Isère, Lucas est titulaire d'un baccalauréat STAV, c'est-à-dire Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant. Car Lucas adore les animaux. Il veut d'ailleurs devenir soigneur animalier et durant l'été 2019, il doit justement effectuer un stage de soigneur au parc polaire de Chaux-Neuve, une petite commune située dans le Doubs, un département français de la région Bourgogne-Franche-Comté. Situé à quelques kilomètres de la frontière avec la Suisse, le parc polaire de Chaux-Neuve est un parc animalier interactif avec des animaux sauvages du Grand Nord, notamment des chiens, des rennes, des chamois et des yaks. Fin mai 2019, Lucas démarre donc son stage au parc polaire. Et selon toute apparence, tout se passe bien pour lui. Il a l'air de bien s'entendre avec ses collègues. À l'époque, Lucas semble donc très heureux, il est promis un brillant avenir, seulement son destin va brusquement basculer. Le mardi 18 juin 2019, c'est une journée a priori comme les autres pour Lucas. Ce jour-là, la météo est plutôt agréable, le ciel est dégagé, les températures clémentes, et après leur journée de travail, Lucas et plusieurs collègues stagiaires veulent aller faire une balade aux cascades du Hérisson. Situées dans le département du Jura, à 37 km de Chaux-Neuve, soit 45 minutes de route, les cascades du Hérisson sont réputées remarquables. Cette succession de 7 cascades est décrite comme le site naturel le plus visité du Jura. D'après l'office de tourisme, la randonnée de la cascade du Hérisson fait 7 km aller-retour. Et il y en a pour environ 3 heures de marche. Accessible à tous, le sentier, aménagé de passerelles, d'escaliers et de belvédères, suit la rivière du Hérisson. Il permet de découvrir les 7 cascades du Hérisson jusqu'aux 2 plus spectaculaires nommées le Grand Saut qui fait 60 mètres de haut et la cascade de l'Éventail, haute de 65 mètres. Accessible toute l'année, cette randonnée est considérée comme étant de difficulté moyenne, surtout en été. Il est seulement recommandé d'avoir de bonnes chaussures aux pieds et de ne pas quitter les sentiers balisés. En fin d'après-midi, Lucas et ses collègues et amis arrivent donc près du site des cascades du Hérisson dans le Jura. Ils garent leur véhicule sur le parking de la Forge à Bonlieu. Un parking vers le haut des cascades où les visiteurs ont tendance à se garer car il est gratuit, contrairement à l'autre parking en bas. Vers 17h30 ce mardi, Lucas téléphone à sa mère pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Ils discutent un peu et selon elle, Lucas est égal à lui-même, rien d'anormal n'est à signaler. Lucas et ses collègues et amis, un groupe de 7 à 8 personnes, part donc faire une balade sur le fameux sentier qui longe la rivière et permet d'admirer les cascades. Et lors de la promenade, Lucas est pris en photo en train de descendre les escaliers non loin de la rivière. Sur le cliché, on voit qu'il porte dans ses bras le chien d'un des membres du groupe. Lucas est vêtu d'un pantalon de survêtement noir, un t-shirt, une veste légère noire et des baskets.
Il a emporté avec lui son téléphone portable ainsi qu'une paire de lunettes de soleil. Le groupe descend donc le sentier de randonnée et admire les 7 cascades, puis il fait ensuite le trajet en sens inverse. En début de soirée, le temps est toujours agréable car cet après-midi-là, les températures ont atteint 29 degrés dans le Jura. Selon toute apparence, la promenade se déroule normalement. Mais à un moment donné, sur le chemin du retour, en remontant vers le parking, Lucas part seul devant les autres. La raison n'est pas très claire, mais ce qui est sûr, c'est que il se sépare du groupe environ aux 3/4 de la remontée et les distances. Vers 20h, quelques minutes plus tard, le groupe de marcheurs atteint le parking de la Forge, mais Lucas n'est pas là. À 20h34, environ une demi-heure plus tard, le soleil se couche. Lucas n'est toujours pas réapparu et ses collègues et amis ont commencé à le chercher sans succès. Ils retournent sur le sentier qui longe la rivière en vain. Lucas est introuvable. Vers 23h, Lucas n'a toujours pas été localisé et la gendarmerie est prévenue. Les premières recherches officielles sont alors engagées. Et un hélicoptère équipé d'une caméra thermique va effectuer 2 survols au-dessus de la forêt sans réussir à repérer le randonneur. Depuis la tombée de la nuit, Lucas est introuvable. Seulement, on va apprendre par la suite qu'en fait, il a appelé les secours. Il a appelé les secours environ 2 heures après sa disparition, à 22h20. En effet, il a composé à 22h20 le 112, le numéro d'urgence européen. D'après les informations parues dans la presse, il n'y a pas de réseau téléphonique dans le secteur. Ce qui implique que Lucas n'a peut-être pas pu joindre ses amis. Mais le jeune homme a eu un bon réflexe. Il a fait le 112, le numéro d'urgence européen qui est gratuit et est accessible même en cas de panne de réseau ou de forfait épuisé. Lors de son appel au 112 à 22h20, Lucas a expliqué à son interlocuteur qu'il était perdu dans les bois et fatigué. Il a aussi dit notamment à l'opérateur qu'il avait mal à la jambe et qu'il devait rentrer car il travaille le lendemain. Il appelait parce qu'il était en difficulté et qu'il réclamait de l'aide. Et l'appel a duré près de 8 minutes avant de couper brutalement. L'appel a coupé brusquement, peut-être parce que la batterie du téléphone de Lucas était à plat. Il y a eu peut-être aussi une perte de signal, ou alors il s'est peut-être passé autre chose. Autre problème aggravant, un problème aussi d'ordre technique, on ne va pas réussir à géolocaliser le téléphone de Lucas. Car comme déjà dit, la zone est mal couverte par du réseau et par conséquent, on ne sait pas où se trouve Lucas exactement. Le mercredi 19 juin 2019, les gendarmes redémarrent les recherches vers 9h du matin. Des moyens importants sont apparemment déployés. Jusqu'à 90 hommes vont quadriller les lieux, accompagnés par une équipe cynophile. Étant donné que Lucas a disparu dans une zone avec une rivière, on pourrait penser qu'il est peut-être tombé à l'eau. Mais toutes les recherches terrestres, aériennes et aquatiques resteront infructueuses. En parallèle des recherches sur le terrain, une enquête est ouverte pour disparition inquiétante, comme souvent dans ce type d'affaires. La famille de Lucas est prévenue et ses proches, notamment son père, M. Renaud, se rendent dans le Jura pour participer au battu. Et signalons que les proches de Lucas vont être beaucoup aidés par des bénévoles parce que les gens sur place sont solidaires. Mais le mercredi soir, on ne sait toujours pas où se trouve Lucas, qui n'a plus donné de signe de vie depuis son appel au 112 le mardi soir. Les jours suivants, les recherches officielles continuent, du moins si l'on en croit les déclarations des gendarmes. Parce que M. Renaud, lui, ne partage pas cet avis, car selon lui, il n'y avait plus aucun militaire sur le terrain dès le surlendemain de la disparition. Les gendarmes, eux, expliquent qu'ils ont continué à chercher le jeune homme. Ils auraient notamment élargi les recherches par rapport à l'endroit où l'on suppose que Lucas a disparu. Ils assurent aussi que le peloton de gendarmerie de montagne des Hauts-de-Bienne a exploré tous les endroits escarpés, toutes les crevasses, tous les lieux inaccessibles par les moyens habituels. En d'autres termes, ils auraient fait leur travail, mais ça n'a produit aucun résultat. En ce qui concerne l'enquête ouverte pour disparition inquiétante, des investigations ont aussi été menées. Et il semblerait que les gendarmes aient envisagé l'hypothèse d'une fugue. Des collègues de Lucas ont été entendus par les enquêteurs et plusieurs témoignages ont été exploités. Des vérifications ont même été faites sur Lyon, mais tout ça n'a rien donné. Par la suite, les jours défilent et la famille de Lucas est dans un terrible état d'angoisse.
parce qu'on est toujours sans nouvelles du jeune homme qui a disparu sans laisser de traces. Mais ses proches ne lâchent rien. Ils continuent à ratisser inlassablement le secteur tous les jours pendant une semaine avec des amis et des habitants bénévoles. Je ne vais pas pouvoir citer toutes leurs actions, là c'est un résumé des faits évidemment, mais ils font par exemple venir sur place des chiens spécialisés dans la recherche de personnes disparues appartenant à l'association Canine Mantrailing. Des drones sont aussi utilisés et des battues citoyennes aussi organisées jusqu'au belvédère de la Dame Blanche ou du Pic de l'Aigle. Parce qu'on garde toujours l'espoir de découvrir le jeune homme ou au moins un indice. Mais on ne trouve rien. C'est comme si la forêt avait avalé Lucas. À ce stade, la disparition de Lucas Renou est un mystère total. Mais une semaine après les faits, un rebondissement surprenant va survenir. Le mercredi 26 juin 2019, une femme est en train de se promener dans le secteur des cascades du Hérisson, quand elle sent soudain une odeur nauséabonde. Elle cherche l'origine de l'odeur autour d'elle, et dans un endroit boisé, elle découvre le corps très dégradé d'un jeune homme au pied d'un arbre. La promeneuse prévient évidemment sans tarder les autorités, qui interviennent sur zone et constatent que le cadavre, en mauvais état, est celui de Lucas Renou. Lucas a perdu la vie dans cette forêt du Jura, et en apprenant la nouvelle, ses proches sont bien sûr dévastés. Mais le plus étonnant va suivre. Parce qu'on va apprendre que même si le lieu exact n'a pas été précisé dans la presse, le jeune homme aurait été retrouvé à 30 mètres de l'un des sentiers des cascades du Hérisson et à seulement 500 mètres du parking de la Forge à Bonlieu, le parking où Lucas s'était garé avec ses collègues. Il était donc tout près. Tout ça est donc incompréhensible et cette information anéantit encore une fois la famille Renou. Mais leur calvaire n'est pas fini. Une autopsie est évidemment réalisée par les autorités, et si elle confirme bien l'identité de Lucas, il va falloir attendre encore pour connaître la cause de son décès. Parce que le procureur de la République explique notamment que des analyses complémentaires doivent être effectuées. Le 2 juillet 2019, les funérailles de Lucas ont lieu en Isère. Son corps a été rendu à la famille dans un cercueil. Et détail terrible, les parents de Lucas n'ont pas pu le voir. Car apparemment, son corps était trop abîmé, après être resté une semaine dans la nature. Dans ces conditions, le deuil est très difficile à faire pour la famille. D'autant plus difficile qu'on ignore toujours comment ce jeune homme en bonne santé a perdu la vie. Surtout que, de ce que l'on en sait, l'autopsie va indiquer que son corps ne présentait aucune trace de blessure ou de traumatisme important. À première vue, Lucas n'a pas été victime d'un homicide. L'intervention d'un tiers dans sa mort est exclue. Ce qui pourrait paraître cohérent avec le contenu de son appel au 112, dans lequel Lucas disait qu'il était seul. Un acte criminel est donc ici a priori écarté. Mais la thèse accidentelle l'est également. En effet, rien ne laisse penser que Lucas a eu un accident. Enfin, le jeune homme n'a pas fait non plus d'AVC ou de crise cardiaque. Donc là, on nage encore en plein flou, mais il faut encore attendre le résultat d'une expertise toxicologique et les conclusions de l'enquête. Mais tout ça prend du temps, beaucoup de temps, et les parents de Lucas déplorent le fait de ne pas être tenus au courant par le procureur. Ils envoient des courriers, demandent des rendez-vous, mais la seule réponse qu'ils obtiennent est le silence. Magali, la maman de Lucas, n'admet pas le silence de la justice, qui refuse de dire ce qu'il y a dans le rapport d'autopsie sous prétexte que d'autres investigations sont en cours. Pour elle, c'est une véritable torture. Lucas n'avait aucun problème de santé. Il était vraiment très heureux de faire ce stage. Il avait une joie de vivre intense. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il décède comme ça? On sait juste que Lucas n'a pas eu de coup par la cause d'un tiers. On ne peut pas laisser une famille, des amis, une sœur, comme ça dans le silence depuis 1 mois et demi. C'est injuste. Pour monsieur et madame Renou, la situation devient invivable et ils se mobilisent sur les réseaux sociaux. Ils lancent même une pétition pour obtenir la vérité sur la fin de leur fils. Mais le 23 août 2019, 2 mois après le décès de Lucas, les choses n'ont toujours pas bougé. Et ses parents portent alors plainte contre X pour non-assistance à personne en danger. Avec cette plainte, ils espèrent en savoir plus sur les circonstances du drame. Car on ne leur dit rien et pour eux, ce silence est insupportable.
Par ailleurs, les parents de Lucas émettent aussi dans les médias d'autres reproches à l'encontre des autorités. Car d'après eux, les recherches concernant leur fils ont été bâclées. Les opérations de secours auraient cessé trop tôt, le surlendemain de la disparition, c'est-à-dire le jeudi 27 juin 2019. Car le père de Lucas a attesté qu'au bout de 48 heures, le poste de commandement avait déjà été levé. Il n'y avait plus personne sur place. Fiasco sur les moyens mis en œuvre. Certes, ils étaient présents au début, mais après, ils avaient quitté le site, quoi. Il y avait quelques gendarmes qui pouvaient être un peu sur le sentier, mais à pied. Nous, quand on cherchait en forêt, partout, on essayait de s'organiser. Par contre, eux, ils n'étaient pas présents pour nous aider dans l'organisation. Mais les autorités ont quant à elles fait savoir qu'elles avaient poursuivi les recherches au moins 5 jours, jusqu'au dimanche. Quoi qu'il en soit, M. Renou a dit que si Lucas avait été mineur, les recherches auraient été plus longues et mieux organisées. Et dans ce cas, on l'aurait peut-être trouvé à temps. Autre point soulevé par la famille, le 112 n'aurait pas fait ou mal fait son travail. Car rappelez-vous que le soir de sa disparition, Lucas a appelé le numéro des urgences européens à 22h20. Il est même resté 8 minutes au téléphone avec un opérateur. Précisons tout de même que les parents de Lucas qui ont écouté après coup l'enregistrement ont bien reconnu la voix de Lucas. C'est bien le jeune homme qui a appelé. Mais au cours de l'appel, l'opérateur du 112 aurait dit à Lucas, fatigué et sans doute blessé à la jambe, de tenter de retrouver son chemin au lieu de lui dire de rester sur place et d'attendre les secours. Un reproche qui va être fait aussi ultérieurement par l'avocate de la famille. Il y a ça, mais il y a aussi le fait de l'appel du soir même. A priori, les gendarmes ont été contactés par les randonneurs qui étaient avec Lucas, enfin les personnes qui étaient avec lui dans la balade, et pas par le 112. Donc pourquoi est-ce que le 112 n'a pas fait son travail en fait? Lucas les a eus au téléphone et il semblerait qu'il ne se soit rien passé derrière. Ils n'ont pas contacté les autorités locales pour faire venir tout de suite les gendarmes, des médecins, enfin les autorités qui auraient pu lui venir en aide. C'est toujours pas de quoi il est mort, donc on peut pas dire que ça l'aurait peut-être sauvé. Enfin, ça l'aurait peut-être sauvé quand même. En fait, il y a encore toutes ces questions auxquelles on n'a pas de réponse. En octobre 2019, 4 mois après les faits, les parents de Lucas n'ont toujours pas de réponse sur le décès de leur fils. Et là, ils commencent vraiment à s'impatienter. Magali, sa mère, écrit alors au président de la République afin d'obtenir des réponses. Sa demande est transmise à la garde des Sceaux, mais force est de constater que c'est toujours le silence, un silence insupportable pour la famille de Lucas, qui a déposé une stèle sur les lieux du drame. Il faut attendre, toujours attendre, et ce n'est que 5 mois après le drame que les proches de Lucas vont enfin obtenir les conclusions de l'enquête. En novembre 2019, le procureur de la République communique enfin les conclusions de l'enquête. Et il annonce que les causes exactes de la mort de Lucas Renou n'ont pas pu être déterminées. Car l'expertise toxicologique, dont on attendait le résultat, n'a trouvé aucune drogue dans l'organisme du jeune homme. On a juste décelé la présence de molécules médicamenteuses correspondant à un traitement prescrit à Lucas, mais dans les limites du dosage thérapeutique. Les différentes analyses n'ont donc pas mis en évidence de cause toxique au décès. En conclusion, faute d'avoir pu être précisées, les causes de la mort de Lucas doivent être considérées comme naturelles. En d'autres termes, la cause de la mort de Lucas reste inconnue. Mais il y a encore pire. Le procureur de la République annonce le classement sans suite de l'enquête. La justice classe l'affaire. En apprenant la nouvelle, les parents de Lucas, qui rencontrent enfin le procureur après 5 mois d'attente, sont doublement dévastés. Et la mère de Lucas déclare au journal Le Parisien qu'elle a l'impression qu'on lui annonce une seconde fois la mort de son fils. Car pour faire son deuil, il faut des explications, dit-elle. Mais ils n'auront rien de tout ça. En apprenant la décision prise par le parquet de classer l'affaire, Maître Elsa Ganassia, l'avocate de la famille de Lucas Renou, fait aussi part de sa grande déception. Car avec toutes les techniques d'investigation scientifique actuelles, elle ne comprend pas qu'on ne parvienne pas à déterminer ce qui a pu tuer quelqu'un. Et même si elle n'est pas médecin, elle trouve cela très étonnant. Et je partage son opinion. Aussi choquant que cela puisse paraître, voilà comment s'est terminée cette affaire en novembre 2019. Nous ne saurons jamais de quoi Lucas est décédé. Sa mort reste inexpliquée à ce jour, et pour la justice française, le dossier est clos. Voilà pour les faits.
ou un résumé des faits, évidemment, on ne peut pas tout dire. Cette vidéo est assez difficile à faire, je ne vous cache pas, parce que c'est une affaire douloureuse. C'est une affaire aussi qui est quand même assez choquante, mais j'estime que c'est quand même important d'en parler avec un peu de recul, parce que c'est quand même assez grave ce qui s'est passé, et on comprend pas que ça ait pu se passer chez nous il y a seulement quelques années, quoi. Je vous ai présenté les faits, mais l'émission n'est pas terminée, ne partez pas. Nous allons passer maintenant en revue les différentes zones d'ombre dans cette affaire, et aussi surtout essayer d'en tirer quelques enseignements pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise à l'avenir. Parce qu'on ne comprend vraiment pas comment une telle tragédie a pu arriver dans une forêt française, sur un site touristique populaire, sans difficulté particulière. Depuis que je m'intéresse à la thématique des disparitions mystérieuses, en particulier dans la nature, depuis 2016, j'ai déjà étudié près de 200 affaires. La plupart se sont déroulées aux États-Unis ou dans des zones très vastes et très sauvages de notre planète. Dans ce type d'environnement très grand et hostile, on peut comprendre que ça puisse arriver. Mais dans le cas de Lucas, ça s'est passé sur un lieu de promenade très fréquenté, familial et ouvert aux enfants, comme l'atteste cette photo. Aujourd'hui encore, même avec du recul, 5 ans après les faits, la disparition et la mort de Lucas Renou restent un mystère. Parce qu'elle comporte d'importantes zones d'ombre qu'on va maintenant passer en revue. Tout d'abord, dans quelles circonstances exactes Lucas s'est-il perdu ? C'est quand même assez bizarre, parce que, selon un article de presse, il s'est séparé du reste du groupe aux 3/4 de la remontée. Il était donc presque arrivé au parking. Et quand on regarde la carte, il ne lui restait certainement pas une grande distance à parcourir. C'est bien sûr une estimation, mais à mon avis, on était plus dans une distance de quelques centaines de mètres que de plusieurs kilomètres. Il n'est pas resté sur le chemin qui menait au parking, ça paraît assez évident, il est sorti à un moment donné, mais on ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'il n'est pas sorti tout simplement pour uriner, par exemple ? Je cite ce cas de figure parce qu'il est arrivé dans une autre affaire aussi tristement célèbre, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler. Notons aussi, et ça vous le savez si vous suivez mon travail, que beaucoup de personnes disparaissent dans la nature après s'être séparées d'un groupe. Beaucoup de gens qui disparaissent ont été soit distancés par un groupe, soit sont partis seuls devant eux. On voit que dans le cas de Lucas, c'est ce qui est arrivé, il est parti seul devant les autres, et c'est un point commun avec les autres affaires qu'on retrouve très souvent. Ça, c'était la première zone d'ombre, mais il y en a d'autres. Car si Lucas s'est effectivement perdu, pourquoi n'a-t-il pas retrouvé son chemin ? Parce que quand on regarde la carte, quelle que soit la direction que vous prenez, vous croisez presque obligatoirement, à un moment donné, un sentier ou une route. Mais bon, j'émets quand même un bémol, c'est que il faut se rappeler que Lucas s'est perdu à la nuit tombée. Le soir de sa disparition, la nuit est tombée à 20h34, et dans les bois, il fait parfois déjà très sombre en fin de journée. Lucas a pu être tout simplement désorienté à cause de l'obscurité. Il y a un autre aspect aussi du mystère que j'ai pas encore donné, c'est que on ne sait pas vraiment quand Lucas est arrivé à l'endroit où on l'a retrouvé. Bon là, évidemment, je spécule parce qu'on est face à un mystère, mais à mon avis, on peut douter qu'il ait été mobile pendant plusieurs jours. À mon avis, il a vite été immobilisé parce que sinon, il aurait probablement rencontré quelqu'un dans le secteur, quelqu'un qui lui aurait porté secours. Parce que beaucoup de monde savait qu'un jeune randonneur avait disparu aux cascades du Hérisson. Autre question sans réponse, comment se fait-il que Lucas n'ait pas été retrouvé malgré l'important dispositif mis en œuvre ? Encore une fois, il n'était qu'à 500 mètres du parking. Les gendarmes, épaulés par des chiens pisteurs, assurent qu'ils l'ont cherché 5 jours. Et la famille a elle aussi fait ses propres recherches avec l'aide de bénévoles pendant 1 semaine. Des bénévoles dont il faut saluer, j'en profite parce que c'est vrai qu'ils interviennent souvent anonymement le travail, ils interviennent très souvent dans ce type d'affaires, ils font preuve de solidarité, de générosité, et ça a été encore le cas dans cette affaire.
Et l'un de ces bénévoles, un jeune pompier volontaire nommé Florian, a même fait une déclaration troublante dans le journal Le Parisien. Il a déclaré que lors des battues aux cascades du Hérisson, ils étaient passés tout près de Lucas sans le voir. Florian a même dû passer à 10 mètres, mais apparemment, il était caché par les arbres. Et c'est vrai que quand la végétation est très dense, sur un terrain très escarpé, on peut passer à 2-3 mètres d'un corps sans le voir. Dernière zone d'ombre et pas des moindres, quand et de quoi Lucas est-il mort? Car nous avons vu que l'autopsie n'a pas pu l'établir. La cause de son décès demeure inconnue et on ne comprend pas trop comment c'est encore possible à notre époque, vu les immenses progrès réalisés dans le domaine médical et scientifique. Cela a même quelque chose d'assez inquiétant. Comment expliquer le décès de ce jeune homme de 20 ans, un âge vers lequel on atteint son potentiel de forme physique maximale? Encore une fois, on ne peut ici que spéculer, on est face à un mystère, mais je vais quand même me permettre d'avancer une hypothèse. Est-ce que affaibli, fatigué, blessé, stressé, Lucas n'aurait tout simplement pas succombé à une hypothermie? Car les températures baissent la nuit au mois de juin dans les forêts du Jura, les bois autour des cascades du Hérisson sont assez humides et il faut savoir qu'on peut mourir d'hypothermie même l'été. Lucas a donc peut-être succombé aux éléments tout simplement, mais pour quelle raison n'a-t-on pas été capable de le détecter lors de l'autopsie? Peut-être parce que son corps était trop dégradé, mais ce n'est que pure conjecture. Donc encore une fois, tout ça est terrible parce que on ne devrait plus mourir seul dans les bois en France au XXIe siècle, et pourtant c'est arrivé. Et quand on analyse la fin tragique de Lucas, il a quand même cumulé de malchance. Il s'est d'abord perdu sans qu'on ne sache trop comment sur un site touristique, il a ensuite réussi à appeler les secours mais l'appel a coupé, son téléphone n'a pas pu être géolocalisé, toutes les recherches ont échoué, et il a perdu la vie dans un endroit très boisé, presque invisible, sans qu'on sache de quoi. Est-ce que ce drame est le résultat d'un fâcheux concours de circonstances, d'un fiasco des secours ou d'un manque de chance totale? Je ne sais pas. Car comme les autres, je ne détiens aucune vérité dans cette affaire. En conclusion, cette affaire reste un mystère entier à l'heure actuelle, et profitons-en pour saluer la mémoire de Lucas, parti trop tôt, dans des circonstances troubles. N'oublions pas Lucas qui avait l'air d'être une chouette personne, et j'aimerais d'ailleurs lui dédier cette vidéo. Adressons bien sûr aussi toutes nos pensées réconfortantes à ses proches qui ont traversé cette terrible épreuve. Mais même si cette affaire douloureuse restera certainement irrésolue, sauf élément nouveau, il faut tout de même essayer d'en tirer des enseignements. Premier enseignement, dans les affaires de disparition dans la nature, il est vraiment très important, crucial, de fouiller très méticuleusement le secteur très proche de la disparition. Disons dans un rayon d'1 kilomètre. Parce que là, Lucas n'était qu'à 500 mètres du parking où il devait notamment retrouver ses collègues. Et rappelez-vous qu'on a déjà eu des cas similaires dans le passé. Comme dans l'affaire Lucas Tronche, un autre Lucas. Cet adolescent de 16 ans disparu dans le Gard a été recherché partout en France et il a été retrouvé lui aussi décédé malheureusement à seulement 1 kilomètre de son domicile. Il était lui aussi tout près. Sa dépouille n'a été retrouvée que 6 ans plus tard, et j'ai d'ailleurs fait une vidéo complète sur cette affaire. Autre exemple plus récent, le petit Émile Soleil au Haut-Vernay. Dans cette affaire très médiatisée, les restes du petit n'ont été retrouvés qu'à environ 1 kilomètre à vol d'oiseau du domicile familial. Mais en ce qui concerne l'affaire du petit Émile, sa disparition est certainement de nature criminelle et l'enquête est toujours en cours. En conclusion, quand quelqu'un disparaît dans une forêt ou un espace sauvage, il ne faut pas élargir les recherches trop vite. Il faut avant tout s'assurer qu'on a bien vérifié le premier cercle géographique de la disparition. Cette affaire est aussi l'occasion de vous rappeler quelques grands conseils, des conseils primordiaux quand vous allez randonner dans une grande forêt ou un espace sauvage. Tout d'abord, restez toujours groupés si vous êtes plusieurs. Car on a vu qu'une fois de plus dans cette affaire, les problèmes ont démarré à partir du moment où Lucas s'est séparé des autres.
Ne vous séparez jamais, c'est vraiment un conseil de base à respecter parce qu'on voit que ça arrive très très souvent dans les affaires de disparition qui se passent mal. Autre conseil vital, ne quittez pas les sentiers. Bon, mais sauf évidemment si vous allez chercher des champignons dans un tout petit bois. Là, évidemment, là je parle vraiment pour les grandes forêts. Par exemple, certaines forêts aux États-Unis, mais aussi en France, on vient de le voir. Bien évidemment, vous n'êtes pas concerné si vous êtes quelqu'un qui passe beaucoup de temps en forêt depuis votre petite enfance. Je pense plutôt au randonneur lambda, le citadin qui va de temps à autre en forêt, quoi. Ne sortez pas des sentiers et si vous devez le faire pour un cas de force majeure, restez à proximité et gardez le sentier en visuel. Parce que dans certaines forêts, vous pouvez vous perdre très très vite en l'espace de quelques secondes et on sait que c'est très difficile d'aller droit en forêt, on peut tourner en rond, on peut vraiment s'égarer parfois à la vitesse de la lumière. Autre petit conseil assez simple mais important, quand vous allez dans la nature randonner, évitez de vous habiller en noir ou en couleur camouflage. Bon là je suis assez mal placé pour dire ça parce que je suis habillé en noir, j'aime bien le noir, j'aime bien aussi les couleurs kaki, mais c'est une très mauvaise idée quand vous allez dans la nature. Parce qu'en cas d'accident, si vous êtes immobilisé au sol ou si vous vous perdez, on vous verra beaucoup moins bien. J'ai déjà donné des conseils dans d'autres vidéos et dans mes livres, mais pour ne citer qu'un dernier exemple, emportez toujours avec vous un sifflet. Parce que ça ne pèse rien, ça coûte pas grand chose et ça peut vous sauver la vie. Parce que si vous perdez dans les bois, un sifflet s'entend beaucoup mieux que la voix et en cas d'extinction de voix, justement, vous pourrez continuer à signaler votre présence. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette vidéo, si vous avez appris des choses, je vous remercie de mettre un pouce en l'air. Merci aussi à ceux d'entre vous qui partageront cette vidéo sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Parce qu'un petit partage ne coûte rien et c'est un grand coup de pouce donné aux créateurs de contenu. Grâce à vous, d'autres spectateurs découvrent ces affaires. Et pour plus de contenu, je vous invite aussi évidemment, si ça n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne en activant la cloche. Parce qu'en activant la cloche, vous serez prévenu dès qu'une vidéo sort. Je pense que certains ne sont peut-être pas abonnés, n'ont peut-être toujours pas franchi le pas parce que YouTube leur propose automatiquement mes vidéos. Peut-être que mes vidéos apparaissent dans les recommandations, mais bon, vous savez, des fois il peut y avoir des loupés. Il paraît qu'aussi YouTube désabonne des gens aussi par moment. Donc, il faut être attentif et puis il faut s'assurer qu'on n'a pas été désabonné ou voire s'abonner si ça n'a pas encore été fait. En tout cas, pour tout ça, merci du fond du cœur. Si vous ne savez pas quoi regarder maintenant, d'autres vidéos de disparitions mystérieuses entre autres vont vous être proposées dans quelques instants. Moi je vous laisse, je vous dis à bientôt sur la chaîne, à dans 15 jours, parce que pour le redire, je sors une vidéo tous les 15 jours, le dimanche à 17h, donc un dimanche sur deux à 17h. Je sors au moins 2 vidéos par mois. En ce moment, ça n'est pas possible d'en sortir plus, parce que voilà, je suis un petit peu débordé, notamment dans ma vie personnelle, je suis en train de redéménager. Je ne vais pas vous raconter toute ma vie, mais bon, c'est vrai que je suis très très occupé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a au moins une vidéo tous les 15 jours sur la chaîne. Ce petit rappel fait, je vous laisse, je vous dis à bientôt et en attendant, ne disparaissez pas.